Bonjour et bienvenue à C'est pas pour tout le monde, le podcast où je rencontre des gens ayant des vies professionnelles hors normes, peu ou mal connues. Les objectifs de ce podcast sont de démystifier les mythes, les préjugés, les tabous, ainsi que faire connaître les différentes réalités vécues par ces personnes. Et cette semaine, j'ai reçu la thanatologue Marie-Soleil Faneuf. Ça a été un podcast tellement intéressant. On a discuté de son métier de thanatologue, de son approche envers les familles endeuillées, ainsi de comment elle gère sa résidence funéraire. C'est une femme qui est passionnée, dévouée et qui a vraiment le souci du détail. Le podcast a été enregistré à la microbrasserie de Poc et Bière, au 50 rue Wellington Nord à Sherbrooke. Et si vous pratiquez un emploi peu connu ou hors norme, vous pouvez me contacter sur Facebook à la page C'est pas pour tout le monde podcast et ça va me faire plaisir de discuter avec vous et de vous inviter au podcast. Sur ce, bon épisode! Toi, t'as fait combien de temps à ton salon? 8 ans cette année. Fait que 2013. Ouais, j'ai acheté en 2013. Puis t'avais fini en 2009. 2009, ouais. C'est quand même impressionnant, ça. En fait, c'est... Tu sais, quand on disait tantôt, quand quelque chose est dû, qui se met sur ta route, on dirait que tout s'enligne, là. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu un salon funéraire, mais j'avais pas personne dans ma famille qui avait ça. Donc, c'était comme un rêve que je me disais, tu sais, j'aimerais vraiment ça. Ouais. Puis, ce salon funéraire-là est carrément arrivé sur ma route par hasard. Moi, je travaillais à Saint-Constant, OK. au salon funéraire là-bas. C'est principalement là-bas que j'ai travaillé quand j'ai fini mon cours. Puis dans le courriel du salon funéraire où je travaillais, les propriétaires de l'entreprise que j'ai achetée ont envoyé un courriel disant que c'était à vendre. OK. Fait qu'eux, ils n'ont pas publié ça nulle part, là. Ils ont vraiment juste été voir les salons funéraires qu'ils connaissaient. Ouais, j'imagine qu'on contacte ceux qui connaissent en premier avant de mettre ça sur Ben, le marché. oui, j'imagine, là, tu sais. Donc, moi, j'ai vu ce courriel-là. Je l'ai comme laissé là, sans trop m'en occuper, mais sans l'effacer non plus. Puis, 2 semaines plus tard, je dis à ma collègue, c'est quoi ça? Elle dit, un salon funéraire à vendre. Un salon funéraire à vendre? Je regarde ça, je contacte les propriétaires. Sainte-Martine, je savais pas c'était où. Je m'en vais les voir. 2 mois plus tard, je prenais possession du salon funéraire. Oui, ça s'est fait vite. Puis j'étais en compétition pour l'achat de ce salon-là. Je le savais pas. Mais l'autre personne qui voulait acheter ce salon funéraire, c'était mon patron où je travaillais. Oh, ouais. Ouais. Tu l'as su Puis après? je l'ai su après quand on a signé l'achat. La famille Loisel, parce que c'était anciennement le salon funéraire Loisel, m'a dit, t'es-tu de connivence avec ton boss? J'étais comme, non. Elle dit, c'est parce que c'est lui qui essayait d'acheter en même temps que toi. Oh, ouais. J'étais comme, oh my God, OK. Puis là, tu fais partie de l'ordre des... C'est une corporation. Une corporation des thanatologues. thanatologues. Ouais. Puis ça marche comment? Il faut que tu ailles ton cours, il faut que tu t'inscrives? Non, en fait, on peut se mettre membre de ça, c'est pas obligatoire. Un ordre, c'est vraiment, là, les gens doivent faire partie de l'ordre, mais dans notre cas, à nous, c'est volontaire. OK. Donc, c'est chaque salon funéraire ou chaque thanatopracteur, parce que tu peux avoir une adhésion en tant que thanatopracteur OK. ou en tant que propriétaire de salon funéraire. Puis la corporation, ce qu'elle fait, c'est que elle aide beaucoup au niveau des sorties médiatiques pour faire avancer le domaine auprès du ministère ou faire des communiqués de presse quand il y a des choses à... C'est un peu pour vous mettre de l'avant. Totalement, OK. mais aussi pour nous aider, donc avec des partenaires qu'on va aller chercher, que ce soit par exemple la Caisse des Jardins, la Banque nationale, pour aller chercher des taux corporatifs, qui fait OK. que ça peut nous aider dans les achats de véhicules. Donc, vu qu'on est beaucoup de membres, on peut aller chercher des taux plus avantageux Vous achetez aussi. en batch, si on veut. là, Exactement c'est ça. Ils vont nous aider aussi au niveau juridique. Donc, quand il y a comme là, il y a eu le nouveau registre des préarrangements qui est sorti cette année. OK. Donc là, c'est nouveau. Il faut qu'on soit en contact avec eux aussi pour qu'on comprenne bien c'est quoi les nouvelles lois, les nouveaux registres. Donc, il y a un côté juridique aussi qu'on va être chapeauté par la corporation, là. Donc, si on a des questions, on se réfère à eux. Donc, c'est vraiment c'est un pilier important pour Ouais, c'est ça. les thanatologues, là. Par exemple, quelqu'un qui veut
suivent le cours, bon, ben, ils peuvent appeler là-bas, ils peuvent avoir des références. La population peut appeler aussi, tout simplement. OK, c'est pas juste pour les thanatologues. Là, ben, c'est les thanatologues qui sont membres, mais la population, s'il y a des questions ou des choses comme ça, peuvent directement se référer à la corporation aussi. Ou si, par exemple, ils ont des questions plus précises, la corporation peut référer à une entreprise funéraire qui va être de la région de la personne qui va téléphoner. OK. Donc, c'est vraiment... Puis il y a un ordre, j'imagine, aussi, des thanatologues? Non. Ah, il n'y a C'est seulement pas d'ordre? Non, il n'y a pas d'ordre. C'est juste une corporation. Ah, ça me surprend, ça. Ben, c'est parce que le cours, c'est une technique? Ou pour avoir... Oh, ça, c'est une bonne question. Parce que je pense à ça, les ordres que je connais, c'est souvent des bacs ou des maîtrises. Oui, là. ça se pourrait que ce soit ça. Je vais m'informer, mais non, il n'y a pas d'ordre. Bonjour, bienvenue à C'est pas pour tout le monde. Cette semaine, je reçois une thanatologue, Marie-Soleil Faneuf, qui est aussi propriétaire de la résidence funéraire Marie-Soleil Faneuf. Comment tu vas, Marie? Je vais très bien, très contente d'être avec toi. Ben oui, j'ai bien hâte. On a parlé un peu au téléphone, tout ça. J'ai bien hâte d'en savoir beaucoup plus ce métier-là. Pour commencer, je voulais savoir, c'est quoi ton cheminement scolaire? C'est quoi les cours que tu as faits avant de devenir thanatologue? Ben en fait, c'est une technique en thanatologie. Donc, évidemment, il faut avoir nos cours au secondaire là, en chimie, en physique, parce que, bien évidemment, là, c'est partie prenante de notre métier. Ensuite de ça, dans la technique, c'est 3 ans. Il y a 2 ans qui est théorique et pratique aussi là, à l'école. Puis on a 1 année qui est en salon funéraire. Donc, 2 salons funéraires où on met en pratique ce qu'on a appris durant les 2 années précédentes. OK. Puis c'est un cours qui est complet sur toute la ligne, si on veut, parce qu'on a de la psychologie, on a de l'anatomie, de la biologie, de la microbiologie, de la chimie. Mais j'ai vu justement la liste de cours, là, c'est très, très complet. Ouais. Donc, on connaît beaucoup de choses, mais c'est très condensé. Okay. Donc, on en apprend davantage au fur et à mesure qu'on va travailler ou en le mettant plus en pratique. Là. Puis les 2 stages, c'est-tu des stages que toi, tu trouves? Oui. OK, fait que c'est toi qu'il faut qu'ils trouvent les stages. Exactement ça. Donc, il faut aller... C'est sûr que la Corporation des thanatologues va beaucoup sensibiliser les entreprises funéraires à ouvrir leurs portes aux stagiaires. C'est un stage non rémunéré. Souvent, ce qui est conseillé, ce qui est bien aussi, c'est de faire 2 stages dans 2 entreprises complètement différentes. Donc, d'y aller plus dans un gros complexe pour voir c'est quoi les enjeux d'une grosse entreprise, mais d'y aller aussi dans une plus petite entreprise parce que c'est 2 mondes complètement différents. Là. Ouais, tu peux voir après ça qu'est-ce qui t'intéresse plus, toi aussi. Là. Ben oui, exactement. Parce que souvent, dans les grosses entreprises, on va être plus... on va faire un poste. Donc, soit au laboratoire, soit conseiller aux familles, soit directeur de funérailles. Tandis que dans une petite entreprise, on va toucher à tout. Donc, on va aller au laboratoire, on va sortir du laboratoire, on va s'en aller rencontrer une famille. Finir de rencontrer la famille, on peut aller chercher une personne décédée. Donc, c'est un autre monde, là. OK, fait que tu viens vraiment plus polyvalente en étant dans une petite entreprise. Oui, c'est ce qui m'a fait me retourner vers une petite entreprise. Étant donné que j'aime vraiment toutes les facettes de mon métier, je me suis dit, moi, je pourrais pas juste embaumer ou juste rencontrer des familles. J'aurais l'impression que je suis pas complète dans ce que je fais. Donc, en pouvant toucher à tout, c'est idéal. C'est là que t'es bien. Ouais. Ah, puis comment t'as fait pour découvrir que tu voulais devenir thanatologue? Parce que je pense que c'est une job qui est vraiment pas pour tout le monde. Toi, la piqûre, là, c'est quoi la lumière au-dessus de ta tête? Ah, c'est fait pour moi. Ben en fait, d'aussi loin que je me souvienne, ce que j'aimais beaucoup, c'est tout ce qui était côté investigation, les crimes, tout ce qui était les côtés plus morbides, comme on pourrait dire. Ouais. Ça m'intéressait beaucoup. Côté enquêteur, un peu. Oui, exactement. Puis, de l'autre côté, j'aimais beaucoup la psychologie. Donc, j'aime aider les gens, j'aime écouter les gens, j'aime vraiment le contact humain. Donc, c'était de voir un métier qui me permettrait de toucher un peu à mes 2 passions. Puis, j'ai découvert la thanatologie, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est tellement moi, là. » Mais c'est quelqu'un qui t'en a parlé? C'est ma mère. Okay. Ma mère, aussi bizarre soit-il, quand elle a vu que j'aimais un peu la mort, si on veut, elle était comme « Mon Dieu, tu sais, ma fille, es-tu normale? » Parce mais que, non, mais c'est vrai, c'est le genre de questions qu'un parent peut se poser, ouais. Puis, c'est elle qui m'a dit, parce qu'elle en avait parlé à quelqu'un, puis elle a dit, mais pourquoi qu'elle s'en va pas de thanatologue, tu sais? J'étais comme, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis allée au Collège de Rosemont pour faire une journée, pour voir comment ça se passait, qu'est-ce que c'était. Parce qu'avant de se lancer là-dedans, on peut appeler là-bas puis dire, ben moi, j'aimerais faire un stage d'une journée pour voir c'est quoi le métier avant de m'embarquer. Ça peut donner tout de suite une bonne idée si c'est fait pour toi ou pas, là? Puis, et voilà. Mais c'est vraiment une vocation, hein. Il n'y a pas, oh, je vais aller thanatologue. Non, c'est j'ai envie d'être thanatologue. Ouais, c'est dans l'ADN.
Puis, ça, quand tu me parlais, tu me disais que tu as fini ton cours en 2019, tu as eu ta résidence en 2000. Tu as fini en 2009, puis tu as eu ta résidence en 2013. Entre la fin de tes études puis le début de ta résidence, c'est où tu as travaillé? Principalement au salon funéraire Poisson et Fils à Saint-Constant. OK. Puis c'est là-bas vraiment que j'ai eu la piqûre là, d'être entrepreneur. Étant thanatologue en chef, ben, tu sais, j'ai toutes vu les facettes du métier, que ce soit la comptabilité, que ce soit les directions de funérailles. Donc vraiment, ça m'a donné là, envie. Okay. T'avais-tu fait un stage là-bas? Pas du tout. Ah non? Okay. J'ai travaillé dans un autre salon funéraire, puis ben, pas longtemps, là, en fait. Puis, ben, sur un remplacement de congé de maternité. Après ça, ben là, je me ramassais comme plus d'emploi. Donc, je me suis en allée à Saint-Constant où c'était pour un autre congé de maladie. Puis après ça, je suis restée là. OK. Puis ça arrive souvent que les gens font des stages puis sont engagés aussi qui font leur stage? Ça arrive très souvent. C'est assez régulier? Oui. Okay. Moi, c'est juste que j'avais fait un stage à Longueuil, si on veut, puis un à Granby, ce qui n'était pas du tout dans mon territoire à moi. OK. Fait qu'après ça, ben, ça a été juste de me trouver un travail qui était plus proche de mon domicile. OK. Puis là, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Comment t'es arrivé à l'achat de cette maison-là? Parce que tu sais, t'es quand même jeune. Moi, je trouve ça quand même assez impressionnant. Comment t'es arrivé à cet achat-là? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, justement, je travaillais chez Poisson et Fils. Puis, j'ai vu un courriel passer comme quoi qu'il y avait un salon funéraire à vendre. Alors, je suis allée voir là-bas l'emplacement et tout. Puis, honnêtement, je suis tombée en amour vraiment avec la bâtisse. Ah, OK. C'est magnifique. Très belle bâtisse. Champêtre, si on veut. OK. Vraiment. Donc, ça a été quand je suis arrivée là, j'ai comme fait « Oh mon Dieu, tu sais, c'est beau ». Alors, ensuite de ça, bon, les étapes d'un achat que j'ai dû improviser, que je connaissais pas. 25 ans quand même, acheter un salon funéraire, tu te lances dans le vide. Ben, juste acheter une maison à 25 ans, tu te lances dans le vide. Fait que là, j'imagine une résidence funéraire, c'est une autre game. Là. Oui, exactement. Puis, ce serait à refaire. Je sais pas si je le referais, dans le sens où ça prend du guts. Puis, je dirais, faut pas réfléchir. Moi, j'ai pas réfléchi quand j'ai acheté. J'ai pas pesé le pour, j'ai pas pesé le contre. Je me suis lancée là-dedans. J'ai dit, c'est ça que je veux, j'y vais. Ouais. Puis, je pense que c'est ça qui m'a vraiment enlignée à la bonne place. Je me suis pas posé de questions, j'ai pas eu peur. Ben, peut-être le fait, justement, de pas savoir si l'engagement était gros comment, c'est peut-être ça aussi qui t'a pas fait arrêter. Ben, c'est pour ça que je dis là, maintenant que je sais où j'ai passé, peut-être bien que j'aurais peur. Mais là, ça s'est bien passé. Ça a été facile aussi comme achat. Avec les propriétaires, il y a eu un lien de confiance immédiat. Il y a vu... ça a été un achat facile. Il n'y a pas eu de moment que ça a été tellement complexe que tu as fait comme « OK, je fais dessus la bonne affaire ». Non, puis j'ai pas eu de bâton dans les roues. J'ai pas eu de problème de financement. J'ai pas eu de problème de rien. Comme tout s'est enchaîné. En 2 mois, j'étais propriétaire du salon funéraire. 2 mois, je gaulais ça, là, vraiment. Là, C'est vraiment très rapide. On va faire une petite pause. Oui. On va nous parler un peu de ta résidence funéraire. Qu'est-ce qui te passionne dans ta résidence? Qu'est-ce que tu amènes de différent et les services que tu offres? En fait, si je vais un peu avec mon slogan c'est sous nos ailes vers le repos éternel. Donc, moi, je pense que ce que j'apporte vraiment aux gens, c'est de les prendre sous mon aile quand le décès survient. Puis, je les emmène, je les guide vers le repos éternel de la personne décédée. Donc, je pense que j'apporte vraiment le côté chaleureux, humain, réconfortant, serein aux familles qui passent chez moi. J'ai pour objectif, si on veut, qu'à la fin d'une funéraille, étant donné que c'est moi qui ai suivi le processus au complet, quand les gens me disent « Merci, tu nous as fait du bien, on a apprécié tes services », je me dis, si je peux rendre agréable un moment pénible dans la vie des gens, ben pour moi, là, je l'ai gagné ma paye. Là. Donc, c'est vraiment ça. Je pense qu'il me démarque, c'est vraiment le petit côté maman que j'ai avec les familles. Chez moi, c'est pas des clients, c'est mes familles. C'est vraiment des gens importants. Je pense que ce qui me démarque beaucoup aussi, c'est je suis une personne très dévouée, disponible, donc, puis extrêmement perfectionniste. Donc, le souci du détail, je l'ai dans tout. Donc, tout est calculé, tout est bien placé, puis les gens le remarquent, que ce soit autant quand un cœur est exposé. Tu sais, les petits détails, les petits côtés coquets chez les femmes, ou je l'apporte beaucoup. C'est ça souvent qui amène une différence. Ben oui, énormément. Les gens vont le remarquer, là. Tu sais, le vernis à ongles. Ah, mon Dieu, ça fit avec son rouge à lèvres. Ou, OK, vraiment. Ah, wow. Oui, j'ai vraiment ce petit côté-là.
la petite touche délicate là, que je vais apporter. Donc, il y a ça qui me démarque beaucoup. Il y a aussi, on a l'image du thanatologue un peu d'autrefois, hein, communément appelé les croque-morts. C'est des fois là, très typique, très Froid. sobre, froid, exactement. Chez moi, c'est pas du tout ça. Je suis chaleureuse, je suis souriante. Quand je fais des funérailles, j'y vais avec des chapeaux, avec des plumes. Je vais y aller avec des souliers en cuir pétant. Donc, j'emmène un côté coquet, mais très professionnel. C'est une approche très différente de l'idée qu'on a des thanatologues, justement. Là. Oui, puis ça, je me le fais dire souvent. Souvent, je me fais arrêter au funérailles. Mon Dieu, que t'es belle, tu sais, comment t'es habillée. Ça fait du bien de voir ça. C'est différent. Fait que j'apporte vraiment un côté coloré, mais sobre à la fois. C'est intéressant. Je teinte vraiment mon entreprise à ma personnalité. Puis, les gens apprécient ça beaucoup. Oui, mais c'est ça. Puis, tu sais, j'imagine une famille qui vient justement de faire des commentaires, justement, tu sais, ils ont aimé ton approche. Comment tu as été? C'est la plus grande paye que tu peux avoir, là. Oui, vraiment. Puis moi, ce que je leur dis, c'est merci. Ça me permet de continuer dans ce sens-là, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, étant seule dans mon entreprise, j'ai pas personne qui va venir me voir et me dire « Ah, ça, peut-être que tu aurais dû faire ça autrement, tu sais. » Donc, en prenant les commentaires des gens, ça me permet c'est ça qui approuve qu'est-ce que tu fais, ça a bien du sens. Là. Clairement, tout à fait, que j'ai la bonne façon de faire. Puis, tu sais, au final, les meilleures critiques, c'est les commentaires que je vais avoir des gens. C'est eux qui me voient, qui aiment ou pas ce que je fais. Ouais. Donc, j'écoute beaucoup les gens qui viennent faire affaire avec moi pour vraiment m'enligner dans la bonne voie. Ouais, l'écoute doit être extrêmement importante. Là. Très important d'être à l'écoute. Puis, tu sais, des fois, on entend souvent les gens dire « Ah, tu sais, je sais pas quoi dire » quand la personne est en deuil. Mais des fois, il vaut mieux rien dire. Seulement dire « je suis là si tu as besoin » plutôt que de dire n'importe quoi. Ouais. Pour pas qu'il y ait de silence puis que ça te sente mal, qu'il y ait un malaise. Exactement. Ça, peut-être tantôt, tu disais, les grosses entreprises, les gros salons funéraires, souvent, tout le monde a un poste en particulier. Toi, parce que je vois, c'est une petite entreprise. Fait que toi, tu fais tout, de A à Z. Oui, exactement. Donc, moi, ce que je fais, dans le fond, il y a le premier appel quand la personne décède. Un membre de la famille va me téléphoner pour me dire, bon, telle personne est décédée. Alors là, il va y avoir la prise de rendez-vous avec eux pour pouvoir les rencontrer et planifier la suite des choses. La prise en charge du corps. Donc, que ce soit à la maison, que ce soit à l'hôpital ou au centre d'hébergement. Donc, ça, moi, je le fais. Bien évidemment, je suis accompagnée par quelqu'un. Là, je peux pas faire, je fais pas les transports tout seul. Donc, j'ai Même moi, je travaille à l'hôpital, puis on les voit souvent, les gens de la morgue passer, puis ils sont toujours deux. Oui, c'est ça. Ben, c'est important parce qu'on ne sait pas le poids de la personne, donc c'est important de le faire à deux. Aussi, la dignité, ici, si on échappe la personne, il n'y a pas de dignité là. Donc, c'est vraiment dans un souci de sécurité et de dignité que c'est important d'être deux. Donc, ensuite de ça, je rencontre les familles. Donc, je passe 2-3 heures de rencontre avec eux autant pour le côté gouvernemental. Donc, tous les papiers gouvernementaux sont faits. Ou la grande majorité, du moins, là, il y en a que je ne peux pas m'occuper, mais sont faits au moment de la rencontre avec la famille. Fait que tu fais tous les papiers sauf les papiers de notaire. Les papiers de notaire, la comptabilité, les choses comme ça, les assurances, toutes les choses que moi, je ne peux pas vraiment faire. Là. Mais sinon, pour ce qui est de canceller assurance maladie, assurance sociale, demander les prestations de décès, tout ça se fait au moment de la rencontre. Puis ça, est-ce que c'est tous les salons qui font ça ou toi, c'est une petite pratique que ça te fait plaisir de donner? C'est pas obligatoire de le faire. Donc, chaque salon a sa façon de faire. La majorité des salons funéraires vont le faire pour les familles. Il y en a d'autres qui le feront pas. C'est vraiment une politique d'entreprise. Moi, je le fais, ça me fait plaisir. Je trouve ça facile plutôt que de laisser ça aux gens qui sont dans le deuil, qui comprennent pas trop, qui savent pas trop quoi écrire. Non, les gens sont pas à leur meilleur. Ben là, non. Puis une erreur peut rallonger de beaucoup les délais au gouvernement. Ouais. Donc, il y a la partie là de la rencontre. Ensuite de ça, il y a les funérailles. Entre ça, il y a la gestion et la préparation de funérailles, les réservations et tout. Les funérailles et le suivi de dossier par la suite. Parce que, évidemment, les funérailles sont finies, mais par la suite, les gens vont avoir des questions, donc, je suis encore là. OK. Puis, ça, c'est une question que moi, je trouvais ça vraiment important de te poser. On voit souvent que c'est une job de père en fils. Oui. De génération en génération. Toi, tu n'as personne qui fait ça dans ta famille. C'est comment être une femme dans ce milieu-là? Moi, je trouve que c'est à mon avantage dans mon coin où je suis. En fait, de plus en plus, 2 petites statistiques, là. Dans le domaine funéraire, ceux qui ont un permis de thanatopracteur, il y a 52 % que ce sont des femmes. Donc, quand même... je suis vraiment impressionné de ça. 52 %. Oui, on est en augmentation, les femmes, dans le métier. OK.
Et au niveau des permis d'entreprise funéraire, donc de propriétaires de salons funéraires, là, on est un petit peu plus en minorité. Il y a 22 des femmes qui sont propriétaires ou qui ont un permis d'entreprise de services funéraires. OK. Puis moi, ça se voit dans mon coin, là, parce que je suis entourée d'hommes. C'est que des hommes. Puis moi, je suis une femme, mais moi, ça tire à mon avantage un petit peu. Du côté où j'aime bien me démarquer, pas être comme les autres, ben pour moi, ça devient un avantage. Ah, ben oui, c'est vrai. À ce jour, par contre, ça a été difficile quand j'ai acheté jeune femme de 25 ans qui vient pas du coin. Ah, t'avais tout contre toi, là. Tout contre moi au complet. Puis comment t'as fait pour fighter ça un peu? Honnêtement, c'est l'amour du métier, c'est la passion, c'est le dévouement, Je me suis beaucoup impliquée aussi dans mon village pour que les gens connaissent la Marie-Soleil en arrière de la thanatologue, tu sais, parce que j'intriguais les gens. Donc, je me suis dit, si je me mets dans la population, que les gens apprennent à me connaître, on va créer des liens de confiance ensemble. Puis après, ben ils vont vouloir faire affaire avec moi. Fait que toi, t'es déménagé là-bas quand t'as acheté? Oui, moi, je viens de Saint-Hyacinthe. Quand j'ai acheté à Sainte-Martine, il y avait un logement en haut. Donc, moi, j'ai pris la bâtisse au complet, puis j'habite en haut du salon funéraire. Ah, t'habites en haut? OK. Ouais. Mais j'avoue qu'habiter là, comme tu dis, c'est une bonne manière de rentrer dans la population, justement, pour que les gens te connaissent, non sous le fait que t'es thanatologue, mais sous la personne que t'es. Oui, bien, c'est primordial dans une petite communauté comme ça que les gens te connaissent. Ah, t'as pas le choix. Ben non, t'as pas le choix. Surtout si tu viens pas de là. Oui. C'est... Puis où est-ce que, tu sais, des villages, je fais pas juste le mien, c'est tous les villages, les gens, ils veulent savoir. le bouche à oreille marche dans les villages, ça n'a pas de bon sens. Oui. Là. Donc, c'est... Puis après ça, ben c'est la patience. Tu donnes tout ton amour à ton métier, tu fais de ton mieux, puis tu te dis, tranquillement, pas vite, ben les gens vont se parler, ils vont apprécier. Puis maintenant, ben je dirais depuis 2 ans, là, ça va bien. J'ai réussi à aller chercher la confiance des gens. Les gens veulent faire affaire avec moi. Donc, j'ai tourné ce désavantage-là au début en gros avantage en étant pas mal la seule femme de mon environnement. OK. Fait que je comprends bien, les 6 premières années ont été un petit peu plus difficiles. Très difficile, oui. Est-ce que tu t'es remis en question une couple de fois? Oui. J'ai pleuré, j'ai été stressée. Il n'y a rien que j'ai pas vécu. Ça a été difficile. Tu viens un peu ton rêve, puis là, t'es comme, j'ai l'impression que je peux pas avancer avec. C'est ça. Puis, tu sais, j'étais pas à pleine capacité de ce que je pouvais donner. Tu sais, j'avais pas autant de personnes qu'aujourd'hui. Tu sais, veux pas, les gens, ils me connaissaient pas, ils allaient ailleurs. Tu sais, fait qu'il fallait que je fidélise la clientèle aussi un petit peu. Ça. Mais fidéliser une clientèle quand ils te connaissent pas, Ouais, non, je comprends. Mais moi, j'ai toujours dit dans la vie, puis ma vie, elle s'est toujours détaillée comme ça. Une échelle, c'est une marche à la fois. Monte en 2, tu vas tomber, puis ça va faire mal. Vas-y une marche à la fois, puis tu vas te rendre en haut. Donc, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Ça a été dur. Mais aujourd'hui, je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli. Puis je me dis, ben, si j'étais pas passée par là, je serais peut-être pas où je suis. Non, effectivement. Mais c'est ça. Fait que ton approche que tu dis, ton approche que tu as, tout ça, c'est ça qui a fini par être payant un peu. Totalement. Okay. Vraiment, vraiment, c'est ça qui a été... je le sais que les gens, c'est vraiment ce que je leur apporte. Tu sais, moi, je suis une conseillère, je suis pas une vendeuse. Tu sais, on pense souvent qu'on vend des services funéraires. Bien entendu, il y a un prix associé à ça, là. On n'a pas le choix. On est une entreprise comme une autre. Mais moi, je suis pas une vendeuse. Je suis une conseillère. Mais mon rôle de conseillère, c'est de conseiller. Donc, de démontrer aux gens tous les produits qui s'offrent à eux, que ce soit le moins cher ou le plus cher, puis de les laisser choisir. Moi, chez moi, là, les gens, je leur impose rien. Jamais je vais leur dire, dans ma tête, celle-là est plus chère, je vais les pousser vers ça. Je fais pas ça chez moi. Puis ça, les gens me le disent. C'est le fun, Marie-Soleil. Oui, tu vas nous montrer des produits qui sont dispendieux, mais tu vas aussi nous montrer des produits qui sont abordables, puis tu nous laisses la liberté de prendre ce qu'on veut. Il y a un peu de pression comme si tu allais acheter un char. T'sais. Ben non, puis c'est parce que j'ai pour mon dire, oui, je pourrais vendre le gros kit à la famille. Sur le moment, peut-être qu'ils s'en rendront pas compte, parce qu'ils sont dans les émotions et tout. Mais plus tard, ils vont se réveiller, puis là, ils vont dire, hey, je me suis fait avoir. C'est pas bon, ma réputation, ben, ça. Donc, vaut mieux que je sois intègre dès le début. Puis comme ça, ben les gens ont confiance. Ah, ben ça peut être beau dans ton entreprise 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Tu sais. Parce que j'avoue que les gens dans le deuil, j'avoue que tu peux un peu... Oui, tu peux. Tu peux en profiter. Si on veut, là, c'est un peu ça. Puis tu sais, pourquoi qu'on a un peu la réputation de faire l'argent sur le dos des personnes en deuil? Ben ça, c'est une réputation qui nous suit puis que je trouve triste. Parce que ça l'a changé. Peut-être que c'était comme ça autrefois, mais les cours qu'on suit à l'école, c'est beaucoup de l'humain. Hein? C'est beaucoup de nous apprendre, pas du tout la vente, mais
des conseillers aux familles. C'est important, ce mot-là. Mais je pense que c'est ça qu'on voit souvent dans les films puis à la télé. C'est souvent ça, le côté vraiment vendeur. Ben oui. Puis tu le vois dans les personnages. Les personnages sont dépourvus puis font comment j'ai l'impression de me faire avoir, mais d'un autre côté, je suis en deuil. Fait que c'est peut-être aussi l'image qui nous est projetée encore aujourd'hui, même si côté concret, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Exactement ça. C'est pour ça que c'est important comme des podcasts comme ça, d'en faire, c'est bien parce que ça l'éduque la population à dire on a une idée préconçue des thanatologues, mais au final, c'est peut-être pas ça la réalité. Tu sais, on est très humain. Ça prend beaucoup d'humain en soi pour faire ce métier-là. On est beaucoup plus proche des gens que le monde peut le penser. On donne beaucoup qu'on calcule pas notre temps nécessairement. Donc, il y a un côté vraiment différent de ce que les gens perçoivent. Là, quand tu disais côté humain, l'écoute, c'est quoi les qualités principales d'une thanatologue? Tu sais, mettons, quelqu'un voudrait faire ça, voir s'il y a les capacités, les qualités pour... C'est quoi les meilleures qualités? Bon, bien évidemment, l'écoute, l'empathie, le respect, que ce soit autant des autres que de la personne décédée, le professionnalisme, l'éthique, très important. On doit avoir une bonne façon de fonctionner dans ce domaine-là. On doit respecter des lois. Donc, l'éthique est importante. Puis si on y va plus côté moins technique, là, si on veut, mais plus humain, il y a vraiment le dévouement. C'est important, c'est vraiment important. La disponibilité. Parce que de s'en aller dans le domaine funéraire, c'est pas du lundi au vendredi de 9 à 5, là. Fait qu'il faut vouloir travailler un peu n'importe quand, puis donner de son temps. Parce que comme tu disais tantôt, tu es sur le téléphone 24/7, parce que ça peut arriver n'importe quand que tu te fais appeler. Oui, moi, étant une petite entreprise, c'est sûr que, bon, je travaillerais dans une grande entreprise, j'aurais des horaires, mais je travaillerais la fin de semaine quand même, tu sais. Sauf que moi, chez nous, oui, c'est 24 heures sur 24 que je réponds au téléphone. OK. Puis j'aimerais ça qu'on parle un petit peu des préarrangements funéraires, puis que tu nous parles un peu de la différence entre un contrat de service funéraire et un contrat de sépulture. Oui. Ben, en fait, les préarrangements funéraires, c'est des arrangements funéraires qui sont faits préalablement au décès. Donc, les gens vont dire, moi, je veux préparer les choses avant mon décès pour dire à ma famille qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse avec mon corps, quelles sont les dispositions. Et donc, ils viennent nous rencontrer et on planifie avec eux ce qu'ils veulent avoir au moment de leur décès. Ça peut être seulement que, par exemple, la cérémonie, les funérailles à l'église ou exposition, crémation, c'est pas obligé que les gens choisissent tout en totalité. Okay. Ils sont pas obligés de déjà choisir le journal qu'ils vont faire affaire, ou, mais du moins les grandes lignes. Okay. Pour enlever de la job à la famille. Ben oui, oui, c'est vraiment pour alléger la tâche, parce que évidemment, le domaine funéraire, la mort, on veut pas en parler. Donc, c'est tabou. C'est tabou. Alors, des fois, il y a des gens qui vont décéder, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils voulaient. Et là, ça devient un casse-tête pour la famille de dire, mon Dieu, je veux respecter ses volontés, mais je les connais pas. J'avoue, j'ai jamais parlé de ça avec mes parents. Mes parents m'ont jamais parlé de ça. Ça arriverait, puis leur préarrangement n'était pas fait, j'aurais aucune idée de qu'est-ce qu'ils voudraient. Puis moi, je suis fatigante, mais moi, là, les gens dans mon entourage, ils en parlent de la mort. Moi, j'en pose des questions. Puis qu'est-ce que tu aimerais avoir? Puis fait que les gens, ben, tranquillement, pas vite, ils commencent à s'en parler. Oui, mais t'es thanatologue aussi, t'es experte là-dedans. Fait que peut-être le fait que toi, t'en parles aux gens, ça les met moins mal à l'aise aussi. Certainement. Il doit y avoir beaucoup ça, que si moi, j'en parle à mes parents, là, il y a un côté de faire « Oh, OK, t'es mon fils. Je sais pas, je suis bien de parler de la mort de mon fils. » C'est vrai, tout à fait. Vu que moi, je suis là-dedans, je rends les gens sûrement à l'aise à le faire, là, évidemment. Mais j'encourage quand même n'importe qui de le faire parce que c'est important. Ah, mais je vais le faire, ça. J'avoue que j'ai jamais eu cette conversation avec mes parents. Ouais. Puis tu sais, c'est de le faire dans la joie, hein, dans un souper qui est agréable. C'est pas obligé de faire ça, ben solennel, assis sur le divan, là. Ça peut être agréable, mais c'est important. Okay. Donc, c'est ça. Les préarrangements, c'est vraiment de choisir notre disposition finale. Ça allège la tâche aux familles aussi parce que dans les contrats, on va aller chercher beaucoup d'informations pour compléter les papiers gouvernementaux au moment du décès. Donc, ça évite aux membres de la famille d'avoir à tout rechercher les documents légaux. Donc, il y a cette partie-là aussi. Puis les préarrangements, je vais faire une petite parenthèse sur ça. Là, il y a le registre des préarrangements qui est sorti depuis cette année. Donc, avant, il n'y avait pas de registre. Donc, les préarrangements, c'est chaque entreprise qui ont leur contrat. Pour le moment du décès, la famille doit contacter le salon funéraire en question pour dire, OK, ma mère, mon père est décédé, on va mettre en place ce qui a été conclu dans le contrat. OK.
Maintenant, avec le nouveau registre, on va devoir, les entreprises funéraires, aller mettre, entrer les préarrangements dans ce registre-là. Donc, si toutefois, il y a des gens qui n'étaient pas au courant que son père avait un préarrangement, mais chaque salon funéraire doit faire une petite recherche dans le registre pour être certain que il n'y a pas un préarrangement qui a été conclu dans une autre entreprise funéraire. Pas qu'il y en ait deux, en gros. Pas qu'il y en ait deux, exactement. C'est pas que... souvent, c'est que les gens ne savent... Comme c'est pas répertorié, si la famille ne le met pas au courant, on ne met pas la famille au courant... C'est top de le savoir. Ben là, ils peuvent pas le savoir. C'est pas de la faute du salon funéraire, pas plus que de la famille. Donc, il y a ce côté-là qui va être un peu avantageux pour les familles. Mais les préarrangements, c'est bien géré aussi. Nous, on se doit de déposer l'argent que les familles nous donnent dans un compte et qu'on ne peut pas toucher jusqu'au décès. Comment ça marche, ça? En fait, on a un délai de 45 jours pour déposer l'argent. Okay. Il y a un certain montant qu'on peut se garder. Là. Il y a 10 % que l'entreprise funéraire va se garder du montant pour opération des comptes et tout, là, évidemment. La balance est déposée en fiducie. Et au moment du décès, là, on peut aller chercher l'argent pour l'utiliser. Donc, ça fait qu'on n'utilise pas l'argent des familles, des gens, pour rouler notre entreprise et que si toutefois on faisait faillite, eh bien que les familles perdent cet argent-là qu'ils ont donné. C'est une très bonne chose. Donc, c'est bien géré, c'est bien fait, c'est ça. C'est fait en sécurité, puis les gens reçoivent les confirmations comme quoi que ça a été déposé. Donc, ça, c'est vraiment le côté contrat de préarrangement. Si on y va contrat de sépulture, en fait, une sépulture, c'est le lieu de disposition finale où ce que le corps ou les cendres sont déposés. Donc, c'est un contrat qui dit je vais être déposé dans un columbarium, dans un cimetière, dans un... columbarium? Oui, un columbarium, c'est une place dans un salon funéraire, il y en a qui en a dans les églises, où on dépose les urnes. Ah, OK. Donc, les gens peuvent louer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans. OK. Il y a des mausolées qui sont des grosses bâtisses qui peuvent être soit sur les salons funéraires ou dans les cimetières. Et là, il peut y avoir des cryptes. Donc, les corps peuvent être mis dans les murs des mausolées au lieu d'être enterrés dans les cimetières. Oh, ouais. Oui. Donc, comme il y a des salons funéraires à Montréal qui ont des mausolées comme ça, avec des espaces de cryptes pour aller déposer les cercueils à l'intérieur. Puis pourquoi les gens seraient plus intéressés par ça, mettons, que dans un cimetière? Bien, en fait, c'est surtout les autres cultures. Là. Si on regarde, par exemple, les Asiatiques ou les Italiens, c'est des coutumes qu'ils vont utiliser selon leur culture à eux, si on veut. Donc, ils vont prioriser les cryptes plutôt que la terre. Le corps se préserve, il se décompose pratiquement pas ou c'est très, très long. C'est préservé. Donc, il n'y a pas de contact avec la terre ou avec... Ouais. Puis l'autre, ça, c'est le contrat de service funéraire. Ça, j'imagine, c'est tout... c'est un peu comme la cérémonie, si on veut. Bien, le contrat de service funéraire, en fait, c'est on reprend un peu le préarrangement. Donc, c'est un contrat de service funéraire, ça se fait au décès. OK. C'est pas un préarrangement. C'est vraiment le contrat qui se fait au moment du décès. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait ses préarrangements décède. Bien là, on a tous les services, que ce soit le transport du corps, l'embaumement, la crémation, funérailles à l'église ou au salon funéraire, les signets, les avis de décès dans les journaux. Puis là, on établit dans ça, est-ce que c'est une crémation, une inhumation? Et voilà. Fait que c'est ça, le contrat de service funéraire, ça se fait au moment du décès. OK. Puis, côté un petit peu plus historique, là, depuis quand qu'on embaume? Puis c'est quoi la raison de l'embaumement? Nous, on utilise le formaldéhyde. Le formaldéhyde a été découvert en 1857. OK. Pourquoi on embaume les corps? 2 raisons, principalement, pour la santé publique. Évidemment, quand une personne décède, le corps commence à se décomposer. Donc, en utilisant le formaldéhyde, on prolonge la préservation du corps, puisque c'est un produit qui c'est un produit conservateur. Donc, ça ralentit la décomposition du corps. Donc, ça, c'est vraiment santé publique. Et l'autre côté, c'est aussi pour l'apparence du défunt. Évidemment, quand on décède, tout le sang descend dans les parties basses, donc le corps devient plus blanc. Donc, avec l'injection artérielle, le corps reprend des couleurs. OK. Par la suite, avec le maquillage, là, on va redonner pas juste le maquillage, là, mais les soins de présentation. On peut aller redonner du volume aux gens qui ont perdu du poids durant la maladie. Donc, c'est vraiment le côté esthétique.
Le dernier souvenir qu'on va laisser Exactement. aux gens, c'est important, c'est primordial. Donc, c'est pour ça qu'on embaume. Mais ils disent souvent, tu sais, que c'est important les funérailles, dans le sens que, tu sais, ils disent, quelqu'un, mettons, qui est mort à l'hôpital, puis les 2-3 dernières années de sa vie, ça a été pénible, tout ça, souvent, c'est le souvenir que les gens ont, qui allait pas bien, qui était malade, tout ça, qui était souffrant. Tandis que quelqu'un qui meurt sur un accident ou de manière soudaine, souvent, les derniers souvenirs de cette personne-là sont plus joyeux, tu sais, si on veut. Exactement. Puis, c'est un peu long comme question, mais j'aimerais ça que tu nous expliques un peu comment ça marche l'embaumement du moment de la mort de la personne au moment où c'est que la présentation du corps. OK. En fait, les premières étapes, bon, évidemment, on va chercher la personne au lieu du décès, on l'emmène au laboratoire, donc il va y avoir l'étape de désinfection des orifices, là, donc nettoyer les yeux, le nez, la bouche, fermer la bouche. Souvent, ils nous disent « Ah, c'est cousu, c'est collé. » Donc, on vient rejoindre les mâchoires ensemble pour que la bouche reste fermée. Puis, évidemment, on utilise la colle pour les yeux et les lèvres afin qu'ils demeurent en place. OK, fait que c'est pas cou. J'avais souvent entendu dire que c'était cou. Non, c'est pas cousu. C'est collé. On met un petit peu de colle au niveau des yeux. On rapproche les mâchoires par des techniques internes au niveau de la bouche. C'est quoi exactement? En fait, c'est juste c'est un fil qu'on utilise pour aller rejoindre les mâchoires ensemble, là. Donc, OK. C'est une technique qui se voit pas. Ce qui est bien de l'embaumement, c'est qu'il y a plein de choses qu'on fait qui n'est pas visible. C'est tellement bien fait, un embaumement, là. On fait des miracles sans que ça se voit. C'est très subtil. Très subtil, très respectueux, très bien fait. Donc, il y a la fermeture de la bouche, modelage et tout. Ensuite de ça, on va aller inciser pour pouvoir aller chercher. On utilise la veine, l'artère carotide, la veine jugulaire pour l'injection, principalement. OK. Donc, nous, on injecte un produit préservateur à l'aide d'une pompe. OK. Ça remplace un peu les battements du cœur pour faire circuler le fluide à l'intérieur du corps. Ah, ouais? Oui. Donc, OK. on utilise le système vasculaire comme si la personne... De manière artificielle totalement. Totalement. Wow. Donc, OK. le liquide, lui, va aller dans les artères, puis le sang va ressortir par la veine. Donc, tout se fait... Fait que c'est vraiment un transfert total. là. Exactement ça. Par la suite, on va aller aspirer les liquides qu'il y a dans les organes parce que, on se le dit, tous les organes restent dans le corps. On n'enlève rien, là. La personne est entière. Sauf quelqu'un, mettons, qui fera un don d'organe. Admettons. Exactement. C'est Don ça. d'organes, don de tissus, don d'os long, évidemment. Même dans les cas d'autopsie, oui, les organes sont enlevés, mais sont remis dans le corps. Ah ouais, OK, ça, je savais pas. Oui. Donc, tout suit. OK. C'est très important. Puis comment qu'on fait pour vider ces organes-là? C'est quoi que tu utilises? En fait, ça s'appelle un trocar là, dans le jargon des thanatologues. Là, c'est un hydroaspirateur. OK. Donc, on va juste aspirer chacun des organes par un petit trou qui est à peu près gros comme le bout d'un doigt. Donc, on va vraiment tout aspirer les liquides et par la suite, on réinjecte un produit préservateur à l'intérieur. Ah ouais. Oui, OK, parce que je savais que le sang est enlevé, mais je savais pas que les organes étaient vraiment vidés. Oui. Ah ouais. oui, parce que la décomposition Mais se ouais, non, passe ça- par le sang ça a et par bien les du liquides. sens. Ça a bien du sens quand on réfléchit un peu, ça a bien du sens. Oui. OK. Fait que là, il y a ça. Et ensuite de ça, on referme les incisions, puis on désinfecte le corps. Donc, ça, c'est au niveau de la préservation. OK. C'est l'étape. Par la suite, il va y avoir les soins de présentation. Donc, si une personne a pris beaucoup de poids à cause des médicaments d'une longue hospitalisation, avec les produits d'embaumement qu'on utilise, on peut aller réduire l'eau. Par la suite, avec les soins de présentation, on peut aller réduire encore pour redonner une image plus réelle de la personne décédée des temps où elle allait bien. Fait que tu as une photo de la personne. Oui, des fois plus si c'est nécessaire. OK. Oui, fait qu'on est capable de donner du volume puis d'en enlever pour ramener Wow. la personne le plus présentable possible comme elle était avant. Mais aussi, faut se fier à la morphologie des gens. C'est là le côté artistique des thanatologues, c'est que si une personne est hospitalisée pendant longtemps, veut pas, la famille a suivi cette hospitalisation-là, a suivi la perte de poids, a vu la personne se détériorer. Si moi, durant les soins de présentation, je vais redonner le volume d'avant qu'elle soit malade, mais là, la famille va me dire, mon Dieu, je le reconnais pas. Parce que veut pas, la morphologie de la personne malade va changer. Puis comme ils vont l'avoir vu dépérir tranquillement, pas vite, faut que je ramène, mais équitablement, Équitablement. pour que la personne, vraiment, elle se ressemble. Puis ça, c'est à ta discrétion ou souvent tu as des demandes de la famille? C'est à ma discrétion. OK.
C'est sûr que moi, ce que je leur dis, c'est écoutez, si la personne a perdu du poids, je vais aller donner ce qu'il faut pour la ramener le plus possible. Ou inversement, si les gens me disent elle a beaucoup enflé. Fait que moi, je leur explique. Écoutez, je vais aller au maximum de ce que je peux faire pour ramener la personne le plus semblable aux photos que vous allez m'apporter. Puis là, à partir de là, j'exécute mon travail avec mon œil d'embaumeur. Puis la famille, par la suite, voit ce qu'il y en est. Puis constate les résultats. OK, puis admettons l'embaumement, c'est environ en termes d'heures, c'est combien de temps que ça prend? Du moment où on met le corps sur la table, aller jusqu'à la mise en cercueil, là, on peut calculer environ 3 heures. Ça peut être moins. Je m'attendais à plus que ça. Non, en règle générale... Ça va quand même vite? Oui, ça va quand même bien. C'est sûr, des fois, c'est plus long, là. Mais on calcule une bonne heure de finition, dépendamment encore de quoi la personne est décédée. Là. Mais pour les soins de présentation, c'est une bonne heure, des fois plus. Puis pour l'injection, ça peut aller à 1h30, 2 heures, dépendamment encore là de comment le système vasculaire répond, en fait. Là. Puis vous faites quoi avec le sang? Ça s'en va dans les égouts. Ah oui? Oui. Ça me surprend. Je savais même pas que c'était comme légal, si on veut, de mettre du sang. Ouais, OK. Oui. Ah, tout simplement. Tout simplement. OK. Puis c'est quoi les bienfaits de faire un embaumement? On s'en doute un peu, mais... plus précis, plus en profondeur, c'est quoi que ça amène? À la famille? À la famille, puis un peu à la mémoire de la personne. Oui, en fait, c'est la dignité. Hein? Bien évidemment, dépendamment des causes et circonstances du décès, il y a des personnes qui ne seront pas décédées dans la dignité nécessairement. Donc, ça leur amène une certaine dignité. Ils partent, puis ils sont à leur meilleur, si on peut dire ça comme ça. Mais aussi pour la famille, j'ai pour façon de penser qu'on est tous un petit peu Thomas. Donc, on a besoin de voir pour croire, pour comprendre. Donc, c'est important de prendre ce moment-là, aussi difficile soit-il, mais pour réaliser la perte de la personne. Le cerveau, il comprend quand il le voit, puis il trouve ça difficile, certes, mais c'est important. Aussi, on a tendance à penser que les personnes endeuillées, ça s'arrête aux membres proches de la famille. Mais il y a une famille élargie aussi, qui est des collègues de travail avec qui, des fois, on crée plus de liens qu'avec nos propres membres de la famille. Puis ces personnes-là ont peut-être pas accompagné la personne à la fin ou l'ont pas vue depuis un certain temps, mais ils ont besoin d'aller se recueillir, de voir cette personne-là une dernière fois, de tourner leur page. Mais oui, parce que le deuil, c'est des étapes. Puis la première étape, c'est de comprendre que la personne est décédée, c'est de le voir puis de l'assimiler. Puis il n'y a rien de mieux que de voir pour comprendre. Effectivement. Admettons, j'imagine que tu dois avoir une couple de personnes qui sont mortes, mettons, d'accident de la voiture ou peu importe, qui sont défigurées. J'ai lu sur Internet qu'ils appellent des fois les thanatologues les artisans du dernier souvenir. Toi, est-ce que tu fais ça justement, un peu remodeler le visage ou est-ce que tu as déjà assisté à ça? Moi, principalement, j'ai eu à en faire un petit peu, mais plutôt à aider des gens qui l'ont fait. J'ai pas eu de cas vraiment difficiles en tant qu'embaumeur au niveau des accidents. Je n'ai pas eu vraiment. Mais j'en ai vu. Par exemple, des gens qui ont été défigurés. Donc, c'est de reconstruire des cheveux, des os, des nez. Donc, on a des techniques pour aller ramener une personne le plus proche de ce qu'elle était. Sculpter son visage, là, totalement. Oui, mais tu sais, à l'école, on a des cours de restauration. Donc, on apprend à faire des oreilles en cire, à faire un nez, à reproduire des poils. Donc, on a une base pour ça. Mais par la suite, la restauration, c'est vraiment... Le mot d'ordre, c'est débrouillardise. Parce qu'il n'y a pas de matériel précis que tu peux utiliser pour, par exemple, quelqu'un qui il se ferait aplatir le visage par un accident, là. Ben, il n'y a rien qui existe vraiment. Donc, on peut être créatif, la créativité. Donc, de dire, par exemple, on va prendre un modèle en styromousse que les coiffeuses mettent leur perruque dessus, mais on pourrait l'utiliser comme base pour aller remodeler. Pour aller faire des bases. Je trouve ça vraiment le fun, que ça fait justement... Fait que c'est un peu ça, l'artisan du souvenir, là, ben, c'est de... Exactement. Puis c'est de prendre tout ce qui est à ta disposition, comme par exemple, un pinceau. On va aller chercher les poils du pinceau pour refaire des sourcils. Ou pour refaire une moustache, parce que c'est ce qui est le plus semblable d'un poil raide. Fait que c'est vraiment d'être créatif. Donc, c'est possible de ramener une personne qui est défigurée à une très grande ressemblance. Puis il y a quelqu'un qui se spécialise aussi dans le métier
vraiment dans les reconstructions compliquées. Donc, par exemple, moi, j'ai un cas comme ça. Puis, j'en fais pas souvent. Je me dis, c'est un enjeu, mais je sais que c'est possible. Bien, je peux faire appel à cette personne-là, puis elle va venir s'occuper de la personne parce qu'elle a les techniques. Elle a fait elle a été étudier un peu les effets spéciaux qu'on peut retrouver. Ça, j'allais dire, tu vas devenir thanatologue puis ensuite faire un cours complémentaire pour vraiment te spécialiser. Exactement. Que les effets spéciaux, c'est assez bon. Ouais. C'est idéal. Fait que, oui, c'est vraiment... c'est la créativité, la débrouillardise qui est les mots-clés. Et la patience. Parce que quand que tu commences un cas comme ça, tu peux pas dire « je vais finir dans 3 heures ». Je vais finir quand je vais avoir le résultat que je veux. OK. Puis, tu sais, j'imagine qu'il y a un membre de la famille ou un ami de la famille qui vient un peu valider avant qu'il y ait la présentation pour faire comme, OK, ça ressemble quand même au visage ou... Oui. Parfois, ça peut se faire. On peut faire venir quelqu'un qui va venir voir avant. Ça. Parfois, ça peut se faire aussi à même... tu sais, quand c'est des cas comme ça, là, très souvent, il va y avoir une période où on va dire à la famille, venez dans l'intimité, voir la personne. Si vous voulez, on laisse le cercueil ouvert. Si vous voulez pas, on ferme le cercueil. Ah, parce qu'il y a toujours cette possibilité-là aussi. Ben oui. Mais en temps normal, beaucoup de gens vont laisser les cercueils ouverts. Parce que finalement, ils sont comme « Oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. » Tu sais, quand on a l'impression qu'il n'y a rien de possible, puis que là, on arrive avec un résultat comme ça, ben ils se disent « Ça va valoir la peine que les autres le voient maintenant, qu'il n'y ait pas l'image de l'accident. » Ouais, c'est sûr, mais c'est sûr que c'est ça que t'entêtes, t'as l'image, là, c'est sûr. Ben oui, c'est certain. Fait que ça l'emmène vraiment la possibilité de revoir la personne même après une tragédie. OK. Puis, est-ce possible d'exposer un corps sans l'embaumer? Oui, c'est possible, mais c'est très logistique. Donc, dans un délai de 24 heures après le décès, on peut présenter, exposer aux gens la personne décédée. Évidemment, on ferme toujours les yeux, la bouche, on fait une préparation, là, tout de même. Le but, c'est vraiment de laisser une belle image. Donc, on peut le faire sans problème. De 24 à 48 heures, c'est aussi possible de le faire sans que la personne ait été... De 24 à 48 heures? Oui. Par contre, la personne doit avoir été réfrigérée à une température de 4 degrés et moins pour ralentir la décomposition. Et là, immédiatement après sa sortie de la salle réfrigérée, là, le corps peut être présenté à la famille. Mais il faut qu'il y ait eu une réfrigération. Ça me surprend quand même 24 à 48 heures. Oui. Bien, souvent, ce qui va arriver, c'est que, tu sais, des fois, on n'est pas capable, entre le moment du décès puis la rencontre de la famille, de respecter le 24 heures. Bon, parce que d'un centre d'hébergement, la personne est décédée à 8 heures le soir. Un petit peu plus tard, le médecin passe. Après ça, il y a le transport. Là, la famille ne vient pas toujours nous rencontrer la journée même. Des fois, ça va être le lendemain. Oups, on a déjà 24 heures de passé. Ouais. Ça passe vite. Ouais. Oui, donc c'est pour leur permettre, parfois, avant la crémation, si les gens veulent identifier, parce que c'est important d'identifier les personnes, alors il faut qu'on puisse leur présenter. Donc, c'est là un peu où notre délai de 48 heures, là, on en a besoin. Et dépasser ça, ben là, bien évidemment, il faut qu'il y ait embaumement. OK. Puis ça serait quoi la raison que les gens voudraient que le corps soit exposé sans qu'il soit embaumé? Bien, il y en a qui... C'est beaucoup le côté écologique. Tu sais, par exemple, moi, je veux que la personne aille en terre le plus écologiquement possible, tu sais, parce qu'on s'en va vers là aussi. Donc, si on met un produit préservatif dans le corps, ben là, c'est moins écologique, ça, mettons. Ah, je peux comprendre. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi certaines cultures que eux, c'est le corps à l'état pur le plus possible. Donc, on respecte les délais pour pas qu'il y ait d'embaumement parce que dans leur coutume à eux, ça se fait pas d'aller faire ça. Fait qu'il y a ça aussi qui va faire... Là, tu dis qu'il y a du monde qui font ça pour le côté écologique, puis tu te dis que ça s'en va plus par là. Ça te fait peur pour ta job, ça? Ben, pas nécessairement. Là, je pense qu'on va... on peut mixer les deux, les deux ensemble. On s'en va vers là dans le sens que on a un travail à faire sur ça. On s'en va de plus en plus vers là, mais étape par étape. Mais non, je pense qu'on va... Vous allez survivre? Oui. Je pense qu'il y a des techniques... on va quand même devoir préparer les corps d'une certaine façon. C'est peut-être juste avec des produits qui vont être plus écologiques. Justement, on va peut-être découvrir autre chose que le formaldéhyde. Mais il y a une préparation quand même à faire, peu importe. Exactement ça, tout à fait. Puis, OK, la prochaine question, c'est un peu plus touché. Psychologiquement, comment tu fais quand t'embaumes un enfant? Ça, c'est une bonne question. En fait, pour moi, un corps, c'est inerte. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. Alors,
quand j'embaume un enfant, c'est pas au moment où je suis avec cet enfant-là dans mon laboratoire qui est problématique, c'est vraiment le côté émotionnel que je vis avec la famille. C'est là où je trouve ça plus difficile, c'est de ressentir la douleur des parents. Ben, c'était ma prochaine question, justement. Comment tu gères une famille, justement, qui est en deuil d'un enfant? Avec la plus grande délicatesse au monde entier. Vraiment. Avec la patience. Parce que souvent, ils veulent pas du tout planifier des funérailles. C'est normal, là. Donc, tout est très long. Faut leur laisser le temps. Faut pas les brusquer. Faut... Puis, faut leur trouver des petits moments... les emmener à personnaliser un petit peu plus ou à prendre part un petit peu plus à la participation. Je donne un exemple. Là. Moi, j'ai eu un cas à un moment donné, un petit bébé qui était pour être incinéré pour la crémation. Puis sur le contenant, j'ai invité les membres de la famille à écrire un petit mot, à faire des dessins. Fait que, tu sais, c'est d'essayer de les emmener à personnaliser, à s'impliquer dans les étapes de préparation des funérailles. Mais il n'y a pas de... C'est ça. C'est d'être patient. Il n'y a pas de technique magique. Il n'y a pas de technique magique du tout. C'est d'être humain. Moi, c'est le cas où j'ai eu ce petit bébé-là. Ça a été le cas où j'ai été le plus humaine dans mon métier, où j'ai eu de la peine, puis que je me suis pas gênée de le dire à la famille. C'est sûr qu'en temps normal, on est là pour aider. Hein? Donc, il ne faut pas se mettre à pleurer à tout bout de champ, quand même. Mais dans un cas comme ça, le fait que je partageais un peu leur souffrance, ça les a réconfortés. T'sais, ils ont vu qu'ils faisaient affaire avec une professionnelle, mais qui était humaine, vraiment. Fait que c'est d'être humain avec eux. Puis quand t'embaumes, c'est quoi? Tu te concentres, j'imagine, seulement sur... Admettons, tu t'occupes de la main, tu t'occupes vraiment juste de la main. Quand c'est un enfant, je veux dire, t'es-tu plus dans le fait de te concentrer sur qu'est-ce que tu travailles plutôt que l'ensemble? Ben, c'est un tout, hein? C'est tout en même temps. Un embaumement, en fait. Vous avez déjà vu dans une entrevue, justement, il y avait une thanatologue, elle expliquait justement qu'elle, quand elle s'occupe d'un enfant, c'est pas la totalité qu'elle s'occupe, c'est vraiment membre par membre pour être le plus détaché possible. Bien, en fait, moi, j'ai pas d'enfants. Hein? Donc, peut-être que ceux qui ont des enfants, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Je ne sais pas, ouais. Je n'ai pas. Bon. Donc, pour moi, moi, je vais juste... J'ai comme l'impression de catiner quand que je fais un embaumement d'un enfant. Catiner? Oui, c'est une expression de chouchouter comme si le petit bébé ou le petit enfant était vraiment en vie, là, si on peut dire. Fait que c'est ça. C'est juste il n'y a pas d'émotion rattachée à ça. Je reste détachée de ce que je fais. Mais c'est ça. J'ai vraiment l'impression de le dorloter, de le catiner. Puis est-ce que tu trouves ça difficile personnellement quand justement tu as une famille justement pour un enfant qui est mort ou toi, genre, peu importe c'est qui, genre tu te sens à l'aise par rapport à ça puis dévoué, ou quand c'est un enfant tu trouves ça un petit peu plus touché? Je suis très à l'aise dans toutes les situations. Je suis vraiment très à l'aise dans toutes les situations. J'arrive vraiment à... Ouais, je l'ai vraiment en moi. Au niveau de l'embaumement, là, ce qui me fait le plus quelque chose, c'est les suicides. OK. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne se rende là. Donc, quand j'embaume, j'aimerais donc bien ça parler avec la personne. J'aimerais être capable d'entrer en contact avec eux dans l'au-delà pour me dire comment tu t'es rendu là, qu'est-ce qui s'est passé, quelle souffrance t'a conduit là, puis que tu n'avais pas d'autre solution. Fait que moi, c'est là où je suis le plus émotive quand je fais un embaumement d'une personne, c'est quand c'est un cas de suicide. Ah! Ben c'est très touchant, mais ça a beaucoup de sens aussi. J'avais pas pensé à ça, mais oui, effectivement. C'est l'intrigue de... pourquoi la personne s'est rendue là. Oui, pourquoi elle a décidé de faire ça. C'est sûr que c'est une détresse, non, mais c'est sûr, il y a plus que ça, puis c'est ça. Donc, c'est vraiment là où moi, ça va me faire un petit peu plus quelque chose. Sinon, pour le reste, je suis très humaine, là, très empathique, mais je suis à ma place, puis je suis à l'aise à toutes les situations, puis... Aussi, le mot d'ordre un peu là, dans le domaine funéraire, là, c'est être capable de se revirer sur un dixaine. OK. Le domaine funéraire, c'est de l'improvisation parfois. T'sais. C'est d'être capable de s'ajuster à toutes sortes de situations, à toutes sortes de personnes, à toutes sortes d'attitudes. Il n'y a aucun cas qui est pareil, tout le monde est différent. Puis on ne sait jamais qui qu'on va rencontrer. On ne sait jamais si
il y a un mot qu'on va dire qui va pas complètement changer la rencontre. Fait que c'est d'être capable de s'ajuster à tout moment que tu travailles avec les gens endeuillés. OK. Puis toi, en tant que thanatologue, est-ce que ça peut t'arriver d'embaumer des gens que tu connais, des amis de la famille, ou même du monde de ta famille? Il y a comme une loi non écrite qui dit, ouais, quand c'est du monde que tu connais, tu réfères à une autre personne? Bien souvent, quand on est capable, on le fait nous-mêmes. Moi, je me suis occupée de mon grand-père. Parce que j'ai pour mon dire, il sera jamais mieux servi que par moi. Ça. Mais j'avais pensé justement que ça serait plus difficile, mais oui, il y a le fait c'est sûr qu'il sera jamais mieux servi que par toi. Puis oui. moi, je trouve ça correct que ce soit difficile, parce que c'est mon moment d'intimité avec lui. Je peux lui parler, je peux lui dire ce que j'ai à y dire, je peux pleurer comme j'en ai envie. Mais pour ton deuil, en plus, j'avoue que pour ton deuil, c'est bénéfique pour le deuil. C'est vraiment bénéfique. Fait que moi, je le mets beau, j'y parle, tu sais. Fait qu'on vit cette étape-là ensemble. Qui est une étape, d'avoir très importante, là, justement, dans le cheminement du deuil. Là. Moi, je me sens privilégiée d'avoir ces moments d'intimité-là que personne n'a, sauf moi, tu sais. Fait que oui, moi, c'est sûr que ma mère, ça risque d'être difficile. Ma mère, c'est la personne que j'aime le plus au monde, là. Fait que ça se peut que ce soit plus difficile, mais je vais le faire quand même. Tu vas le faire quand même. Jamais tu vas déléguer à quelqu'un d'autre. À la limite, je vais peut-être dire à une thanatologue de confiance, reste pas trop loin au cas où qu'il y a une étape que j'ai de la difficulté à gérer. Mais sinon, c'est sûr, je vais le faire. OK. Puis côté crémation, comment ça marche? T'as-tu un endroit de crémation, toi, ton salon funéraire? Non. Moi, en fait, j'ai pas le faux crématoire, mais j'ai pas le laboratoire. Donc, je loue le laboratoire à un confrère qui est à Châteauguay. OK. C'est moi qui fais mes embaumements, mais dans son laboratoire à lui. OK. Puis c'est lui qui me fait mes crémations. OK. Mais ça, c'est de coutume, là, un peu, moi, dans mon environnement, si on veut. C'est pas mal Châteauguay puis Valleyfield qui ont des fours crématoires. Okay. Les autres petits salons à travers ça vont soit dans un ou dans l'autre. Okay. Parce que ça prend quand même un bon roulement là, pour avoir un four. Ça vaudrait pas la peine que tu en aies un, c'est ça? Non, pas du tout. Donc, une crémation, comment ça fonctionne? En fait, bon, il y a le transport du corps, ensuite de ça, la préparation à l'identification, etc. Ensuite de ça, le corps est déposé dans un contenant pour faciliter la manipulation. Quel genre de contenant? Ça peut être un contenant en bois, ça peut être un contenant en carton, ça peut être un cercueil. Okay. C'est juste un contenant dans lequel le corps doit être déposé, un contenant rigide. Puis ce contenant-là est identifié au nom de la personne pour qu'on soit capable de l'identifier à tout moment. OK. Si la personne avait un pacemaker, c'est enlevé avant la crémation. Y a-t-il d'autres choses qui peuvent être enlevées avant la crémation? Non, seulement ça. Il y a d'autres choses qui peuvent être enlevées après, c'est les métaux qu'il peut y avoir dans le corps. OK, mais puis le pacemaker, c'est quoi la raison? Il y a une batterie radioactive. Ça peut exploser dans le four crématoire, donc ça endommage le four et ça peut être dangereux pour la personne. C'est une bonne raison. Donc, il y a seulement ça qui est enlevé. Okay. Ensuite de ça, une crémation, c'est le four crématoire est environ à 1040-1050 degrés Celsius. Au degré? Oui. Okay. Puis, c'est fait, ça peut prendre entre 1h30, 2 heures, dépendamment le four crématoire là, que tu as. Il y en a des plus anciens, des fois, ça va prendre un petit peu plus de temps. Il y en a des plus nouveaux que c'est plus le vite. corps aussi, la personne? Le corps, évidemment, la grosseur des os, la grosseur de la masse adipeuse aussi, les gras. Donc, c'est ça. Ça va dépendre là, entre 1h30, 2 heures. Ensuite de ça, il y a une période de refroidissement des os. Parce qu'en fait, tout brûle, sauf les os et les métaux. OK. Puis vous faites quoi avec ça? Là, on les met dans un contenant de refroidissement pour que les eaux deviennent froides. Ensuite de ça, on passe sur un aimant pour aller retirer tout ce qui est métaux. Il y a des gens qui ont des hanches artificielles, il y en a d'autres qui ont des dents en or. Donc là, on va retirer les métaux dans les cendres. Et les os sont mis dans un broyeur, si on veut. C'est comme un gros chaudron avec des lames au fond. Puis c'est ce qui fait qu'on ramène les os en poussière. OK. Puis après ça, c'est mis dans l'urne. OK. Donc, au total, ça peut durer 3 heures. Mettons, si on calcule là, la crémation, le refroidissement, puis la mise en urne. OK. Fait que si on il n'y a vraiment pas tous les établissements qui ont ça. Il faut quand même avoir un bon roulement. C'est préférable parce que quand même, un four crématoire, ça consomme du gaz, ça évidemment. Puis l'énergie en soi. Donc, je veux aussi peut-être un peu démystifier, ça c'est important que j'en parle. Est-ce qu'on fait rien qu'une crémation à la fois ou c'est plusieurs à la fois? Ouais, j'ai déjà entendu ça. Le four crématoire, là, c'est pas beaucoup... l'habitacle, où ce que le corps est, c'est pas beaucoup plus large qu'un cercueil. Donc, c'est une personne à la fois, mais souvent, on va en faire plusieurs dans la journée.
Ah, c'est ça, elle a la différence. Oui, elle a la différence. C'est très important. C'est pas tout le monde ensemble qu'on split les cendres. Ouais, Là. c'est ordinaire. Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait un roulement parce que, tu sais, si une journée, il n'y a pas suffisamment de crémation, ben on partira pas le four, on va attendre le lendemain, puis là, on va pouvoir en faire plusieurs. Donc, il faut qu'il y ait un roulement. Parce que sinon, de laisser toujours marcher le four, c'est pas l'idéal. S'il n'y a pas de volume de crémation. Là. OK. Puis toi, c'est quoi ta vision de la mort? Dans le sens, c'est quelque chose qui te fait peur? C'est quelque chose que tu es très sereine face à ça? Ben non, ça me fait pas peur. Hein. J'ai pas peur, mais j'ai vraiment pas le goût de mourir. Je suis pas prête, mais j'ai pas peur. Tout ce que je veux pas, c'est souffrir, en fait, comme sûrement la plupart des gens. Mais la mort, c'est... Moi, je suis assez spirituelle. Là. Je me dis qu'il y a quelque chose qui est plus fort que... Ben, qui est plus haut que nous, pas plus fort, là. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe après la mort. J'ose juste croire que la lumière s'éteint pas puis que c'est terminé. On le sait toutes pas. On peut s'ostiner pendant longtemps, personne n'aura de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est une croyance. Exactement. C'est juste ça. Il faut juste respecter la croyance des gens puis de se dire, si toi, ça te fait du bien de penser comme ça, tant mieux. Puis tu sais, les gens qui disent, moi, je veux pas mourir, j'ai peur et tout. Je compare beaucoup la mort avec un livre. Donc, la naissance, c'est l'introduction du livre, là, tu sais, quand tout commence. Après ça, il y a le livre, les pages centrales, et il y a la fin, la conclusion, qui est la mort. Donc, quand on lit un livre, on a des fois pas envie que ça se termine, on veut en avoir plus, comme la vie. Puis il y a des fois que, malheureusement, la fin est arrivée, on est resté sur notre fin, mais c'est comme ça. Fait que, tu sais, je trouve que ça l'emmène une belle façon de dire... on n'a pas le contrôle. Ouais. Profitons de ce qu'on a jusqu'à la toute fin. OK. Puis je voudrais revenir un petit peu sur les préarrangements funéraires qu'on parlait tantôt. Oui. Y a-t-il un bon moment, une bonne âge pour faire ça ou c'est vraiment quand tu te sens prêt? C'est vraiment quand tu te sens prêt. C'est sûr que, on le dira toujours, là, le plus tôt est le mieux parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va partir. Mais il faut se sentir prêt, il faut se sentir à l'aise avec ça. Hein, parce qu'il y en a qui ont peur de faire les préarrangements. Là. Ils se disent... c'est comme se lancer un peu dans la mort. Là, exactement. Puis après, quand ils le font, ils se sentent libérés. Donc, c'est sûr que plus... Tu sais, quand on a des enfants, c'est sûr quand on est seul, bon, on peut mettre une personne au courant de ce qu'on veut, puis cette personne-là s'occupera de nous. Mais quand on a des enfants, un conjoint, tout ça... mais même seul, c'est bien d'avoir quelqu'un aussi pour s'occuper de nous. Ouais. Donc, le plus tôt est le mieux, selon moi. Puis, tu sais, toi, ça arrive-tu des fois, mettons, j'imagine que ça doit arriver, que tu as deux personnes de la même famille. Mettons, les deux personnes sont mortes ensemble. Mm-hmm. Que tu fais un double embaumement, si on veut. Puis, est-ce que c'est une double présentation? Est-ce que c'est une cérémonie avec les deux personnes ou chacun va avoir une cérémonie unique ou ça dépend vraiment des préarrangements faits? Bien, s'ils sont décédés en même temps et que la famille veut faire ça en même temps, c'est très bien. On le fait en même temps, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'on ne mettra pas les deux personnes dans le même préarrangement. C'est des préarrangements séparés parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont décéder en même temps. Donc, on fait deux préarrangements séparés, distincts, complètement. On ne peut jamais faire un contre double. OK. Toi, tu fais environ combien d'embaumements dans une année à ton salon? Seulement 10 %. Donc, 10 de je fais 90 % de crémation, 10 % d'embaumement. Donc, on parle d'à peu près 10-12 embaumements par année chez moi. Oh, c'est quand même peu. C'est peu. Les gens s'en vont beaucoup plus vers la crémation. OK, fait que tu as environ une 50aine d'expositions, si on veut, dans l'année? Oui, urne et cercueil, là. Mais seulement 12 embaumements? Oui. Hey, ça me surprend, ça. Je m'attendais que la majorité du monde allait plus vers l'embaumement que la crémation. Non. De plus en plus, c'est vers la crémation, surtout les Québécois. Plus les Québécois que, par exemple, les musulmans ou les Asiatiques, qui, eux, sont encore beaucoup au niveau de l'exposition du corps et autres ethnies, là. Il n'y a pas juste eux, là. Mais les Québécois s'en vont beaucoup vers la crémation, plus. OK. C'est quoi les projets que tu te vois dans les prochaines années? Choses que tu as envie d'explorer, d'amener de nouveau? As-tu des projets comme ça? Ah oui, j'ai un gros projet. En fait, moi, chez moi, en fait, on peut faire les cérémonies au salon funéraire, mais ça se fait à même le salon d'exposition. OK. Donc, ça fait que je peux avoir moins de monde, puis que c'est de jouer avec le mobilier. C'est plus ou moins pratique. C'est correct pour la cause, là, ça va. Comme j'ai dit tantôt, une marche de mon échelle à la fois. Mais mon projet, c'est que je veux faire une salle multifonctionnelle pour les cérémonies. Salle multifonctionnelle, c'est une salle qu'on peut adapter aux besoins des gens.
Donc, on peut l'avoir très religieux, on peut l'avoir plus décontracté, on peut l'avoir... Donc, c'est vraiment d'y aller avec les besoins des gens au Genre moment une salle du décès. d'événement. Oui, une salle d'événement, mais funéraire. Dans un salon funéraire. Exactement. Puis d'aller faire une terrasse extérieure aussi, parce que dos à mon salon funéraire, moi, c'est des champs. Pardon? En arrière de mon salon funéraire, c'est des champs. OK. Donc, je veux faire une terrasse extérieure pour faire des cérémonies extérieures, faire des réceptions extérieures aussi suite au décès, quand il fait beau puis que la température nous le permet. Ça se fait-tu, ça, déjà, une coupe de place au Québec? Il me semble que j'ai jamais vu ça, une cérémonie extérieure. Ça se fait, ça se fait à certaines places. Il n'y en a pas beaucoup. Une cérémonie sous gros soleil, là, quand il fait beau, là, ça change un petit peu la dynamique. Oui, complètement. Puis, étant donné que moi, c'est une famille à la fois, je prends pas 2 familles en même temps au salon funéraire. Toujours une à la fois. Je peux en avoir 2 dans la même journée, mais c'est une à la fois. Pour te concentrer vraiment juste là-dessus. C'est ça. Moi, j'aime ça donner du 100%. Fait que je me dis, par exemple, on fait la cérémonie à l'extérieur, puis il fait pas beau, ben c'est pas grave, on descend dans la salle en bas, puis tu sais, donc il y a moyen de... Fait que ça, c'est mon projet, là, imminent. Fait que c'est un petit peu là-dessus que tu travailles ensemble. Oui, là, dans ma tête, ça cogite, là, puis après ça, on va mettre ça en plan. Ah ben, je suis sûr que ça va marcher. Je pense que oui. C'est un beau concept qui me ressemble, qui est au goût du jour, puis je pense qu'on s'en va vers là, on est prête à s'en aller là. Je me disais, mais que ça fasse 10 ans, là, mais c'est ça s'en va vers mon 10 ans, je suis pas mal dedans. Écoute, merci. C'était vraiment très apprécié. Tu es vraiment une passionnée, tu es dévouée, ça paraît. Moi, j'ai appris plein d'affaires. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'espère que le monde en a appris autant. Puis écoute, je vais te souhaiter bon succès dans le projet dans lequel tu te lances, justement. Puis merci à Chuck, encore une fois, pour la technique. Merci au Boc pour la salle. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Bye!